Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, du 7 septembre 1707 au 16 avril 1788, est un naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain français. À la fois académicien des sciences et académicien français, il participe à l'esprit des Lumières. Ses théories ont influencé deux générations de naturalistes, en particulier Jean-Baptiste de Lamarck et Charles Darwin. Salué par ses contemporains pour son maître ouvrage Histoire naturelle, Buffon a été qualifié de Pline de Montbard. Biographie. Une jeunesse mouvementée. Il est le fils de Benjamin Leclerc, seigneur de Buffon et de la mairie, conseiller du roi, préside du grenier à celle de Montbard, conseiller au Parlement de Bourgogne, et de dame Anne-Christine Marlin. Ils sont mariés depuis 1 an lorsque Georges-Louis vient au monde. Il est prénommé Georges en l'honneur de son parrain et grand-oncle maternel Georges-Louis Blaiseau, seigneur de Saint-Étienne et Marigny, mort en 1714, collecteur des impôts du duc de Savoie, et Louis en l'honneur de son grand-père, Louis Leclerc, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maire de Montbard et juge prévôt. Son bisaïeul était médecin et bailli de Grignon, son trisaïeul barbier chirurgien deuxièmement. La famille habite près de la porte de la boucherie qui commande l'une des portes de Montbard, sur la route de Châtillon et de Dijon. La famille s'agrandit, naissent ainsi Jean-Marc en 1708, Jeanne en 1710, Anne-Madeleine en 1711 et Claude Benjamin en 1712. Son père, en 1717, bénéficiant de la fortune accumulée par Georges-Louis Blaiseau et héritée par sa femme et son fils, achète les propriétés de la seigneurie de Buffon, située à 6 km de Montbard, à Jean Bouillure, préside du Parlement de Bourgogne et lettré notoire. Cette savonnette à vilain permet à la famille de s'anoblir. Benjamin Leclerc acquiert également une charge de commissaire général des maréchaussées qu'il revend 3 ans plus tard pour une charge de conseiller au Parlement de Dijon. La famille déménage alors à Dijon, à l'hôtel Quentin, acheté également la même année troisièmement. Il fait ses humanités au collège des Jésuites des Godrans de Dijon, où il a pour condisciple Charles de Brosse. Suivant encore les injonctions de son père, qui le destine probablement à sa succession, Buffon s'inscrit à la faculté de droit de Dijon et y obtient sa licence en 1726. Préférant les sciences, et au grand mécontentement de sa famille, il part étudier à la faculté d'Angers en 1728. Il s'y plonge un peu plus dans les mathématiques et la botanique, lit Newton et les éléments d'Euclide, suit des cours de médecine, mais, ayant tué en duel un jeune officier croate, il se voit contraint de quitter précipitamment l'université. Il se réfugie à Dijon ou à Nantes, où il rencontre le second duc de Kingston IV, jeune aristocrate anglais qui parcourt l'Europe avec son précepteur allemand le naturaliste Nathaniel Rickman, et avec lequel il se lie d'amitié. Il décide de les suivre dans leur grand tour, qui les mène à La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Béziers, Montpellier, puis en Italie, par Turin, Milan, Gênes, Florence, Rome, et en Angleterre, étape parfois ponctuée de brillantes théories mathématiques cinquièmement. Mais l'Italie et l'Angleterre furent les deux seuls pays visités dans toute sa vie alors que dans un livre qu'il va réaliser, il va donner l'impression d'avoir fait le tour du monde. L'ambitieux de Paris. Son voyage est interrompu en 1731, à la mort de sa mère, et il s'installe l'année suivante à Paris, soucieux de s'éloigner de son père, remarié à sa grande fureur à l'âge de 50 ans avec une jeune fille de 22 ans, Antoinette Nadeau. Le menaçant d'un procès, il obtient la libre disposition de sa fortune et récupère des terres que son père avait aliénées. Il fait démolir la maison paternelle et construire l'hôtel de Buffon, aménage une ménagerie, un laboratoire et son cabinet de travail troisièmement. À 25 ans, il est décidé à réussir, commençant à signer Buffon. Il se loge au Faubourg Saint-Germain, chez Gilles-François Boulduc, premier apothicaire du roi, professeur de chimie au Jardin royal des plantes, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de Stanislas sixièmement. Ses premiers travaux portent sur les mathématiques, son domaine de prédilection, et il présente en 1733 un mémoire à l'Académie des sciences, dont Maupertuis et Clairaut font un compte rendu élogieux. Ce mémoire sur le jeu du franc carreau s'est introduit pour la première fois le calcul différentiel et le calcul intégral en probabilité. C'est à cette époque qu'il correspond avec le mathématicien suisse Gabriel Cramé. Il lit plusieurs ouvrages de géométrie,
particulièrement ceux d'Isaac Newton, dont il traduira la théorie des fluxions. Il fait la connaissance de Voltaire et d'autres intellectuels, et est à l'Académie des sciences comme adjoint mécanicien le 9 janvier 1734 huitièmement. Il a depuis son protecteur, notamment Maurepas, et Louis XV le nomme au poste d'adjoint dans la section mécanique. Maurepas, ministre de la Marine, demande en 1733 à l'Académie une étude sur les bois utilisables pour la construction de navires. Faute de moyens, les commissaires nommés initialement se récusent, mais Buffon, exploitant forestier à Montbard, est là. Il multiplie les expériences et rédige un compte-rendu des plus complets, ce qui lui donne l'appui du duc de Condé, en lui fournissant des échantillons de minéraux bourguignons et en le recevant fastueusement à Montbard. Maurepas lui propose la surintendance de toutes les forêts de son domaine, mais il refuse. En 1735, il traduit un ouvrage du biologiste Stephenal, Vegetable Static, qu'il annote abondamment, où il prend délibérément parti contre la science cartésienne, partisane des systèmes et théories raisonnées, purement intellectuelles. Il fait la promotion de l'observation et de l'expérience, suivant en cela un courant de pensée de ce début du siècle. Anglophile, il correspond abondamment avec plusieurs savants, et séjourne à Londres en 1738, assez brièvement, mais se fera élire à la Royal Society en 1739. Il traduisit également Newton et Talleneuf pour se perfectionner dans la langue anglaise et s'exercer à écrire dans la sienne. En 1738, il montre à l'Académie son ouvrage moyen facile d'augmenter la solidité, la force et la durée du bois rédigé à partir des expériences menées à Montbard, en particulier au Petit Fontenay, qui conserve un parquet de chêne réalisé selon ses travaux. Cependant, Henri-Louis Duhamel du Monceau, agronome éminent avec qui Maurepas souhaitait qu'il travaille en bonne intelligence, y voit un plagiat de son mémoire à venir, diverses tentatives pour parvenir à augmenter la dureté ou l'intensité du bois. Il s'est fait un ennemi de taille. En mars 1739, il passe de la section de mécanique à celle de botanique de l'Académie des sciences troisièmement. En 1748, il propose l'idée d'une loupe à échelon exigeant plus et masse énorme de verre si difficile à fondrer et à travailler, absorbant une moindre quantité de lumière, offrant l'avantage de corriger une grande partie de l'aberration de sphéricité, idée tirée de l'expérience d'un incendie allumé à 200 pieds de distance dixièmement. Après une admirable campagne de relations publiques auprès de son prédécesseur mourant, du fait, il est nommé intendant du Jardin du Roi le 26 juillet 1739, supplantant une fois encore Duhamel du Monceau. Celui-ci obtiendra de Maurepas, comme lot de consolation, la responsabilité, où il excellera, de réformer la marine. Enfin établi, Buffon partagera désormais son temps, jusqu'à la fin de sa vie, entre sa propriété de Montbard, vivant tranquillement et rédigeant son œuvre, et Paris, où il administre le Jardin Royal des Plantes et entretient son image à la Cour 11. Au Jardin Royal des Plantes. Statut au Jardin des Plantes. De jardin d'apothicaire, il transforme le Jardin Royal des Plantes en centre de recherche et en musée, faisant planter des arbres qu'on lui fait parvenir du monde entier. Dès lors, il se consacre tout entier à l'histoire naturelle. Profitant des ressources que lui offre le grand établissement qu'il dirige et qu'il ne cesse d'enrichir, il entreprend de tracer le tableau de la nature entière. Excellent administrateur, propriétaire terrien et juriste de formation, il agrandira considérablement le parc, d'environ un tiers, à partir de 1771, vers l'ouest et la Seine, actuelle ménagerie, et vers le sud de part et d'autre de la Bièvre, Clos Patouillet, actuel îlot Poliveau 12, en faisant exproprier, parfois sans ménagement, les propriétaires des lieux. Il fait forger à Montbard les éléments de l'un des premiers édifices métalliques au monde, la gloriette du labyrinthe ou gloriette de Buffon. Buffon n'enseigne pas, et ne semble pas s'y intéresser, il ne définit pas lui-même les programmes, même s'il s'entoure de brillants pédagogues et d'excellents praticiens, Louis-Guillaume Le Monnier, botaniste et futur premier médecin de Louis XVI, Antoine Laurent de Jussieu, biologiste, Pierre-Joseph Maquet et Fourcroy, chimiste, Jacques Benning Winslow, Antoine Ferrein, Antoine Petit et Antoine Portal, anatomiste. Buffon forme ainsi une cour de matière grise autour de lui, attirant des savants parmi les plus renommés, qui amènent avec eux toute leur famille. Buffon gère en outre le cabinet d'histoire naturelle du roi, dont il va faire la plus développée des collections d'Europe,
un creuset scientifique, en sortiront les galeries du muséum actuel. Il conçoit immédiatement l'idée de faire agrandir ce cabinet, en confiant dès 1740 le projet à l'architecte Pierre Coupard de La Touche. Une longue suite de contretemps fera ajourner plusieurs fois ce projet. Lorsqu'en 1780 le projet est finalement repris, de La Touche meurt subitement l'année même. Il est remplacé par Edmy Wernicke, qui finit par réussir à donner au bâtiment une nouvelle façade ainsi qu'à l'agrandir en le prolongeant vers le sud. L'inauguration de ce nouveau réaménagement du cabinet a lieu en 1788, peu avant la mort de Buffon XIII. Pendant tout ce temps, Buffon avait profité de toutes les occasions pour enrichir le cabinet, qu'il avait ouvert au public en 174 514, dont retour de grands voyageurs, tels que Bougainville, Pierre Sonnera ou Joseph d'Amby, acquisition de pièces d'intérêt. Il gère admirablement les crédits du jardin, obtention de collections de défunts, ainsi celle de Réaumur, que Louis XV lui accorde, alors que Réaumur désirait la céder à l'Académie des sciences. Et malgré les vives critiques sur l'organisation de la collection, elle remporte tous les mardis et jeudis un vif succès auprès des visiteurs, qui découvrent des curiosités dans un capharnaüm magique, de grands poissons naturalisés pendus au plafond, des reptiles séchés sont placés entre les pattes d'un immense zèbre. Les plus grands faisaient montre d'une admiration particulière pour lui, ainsi que l'illustre l'anecdote suivante. Buffon souffrant et alité recevait un jour chez lui l'empereur Joseph II, qui se présentait comme un modeste disciple du naturaliste. Alors que Buffon voulait se vêtir afin d'accueillir dignement son hôte, le souverain répondit, « Non, non, quand un maître reçoit son élève, il ne doit faire aucune cérémonie pour Louis XV. » La renommée de Buffon et de son cabinet est telle qu'à la fin de sa vie, les plus grands souverains, Frédéric II de Prusse, Catherine II impératrice de Russie, les rois de Danemark et de Pologne, lui font des dons prestigieux. Il était très lié à Louis XV, lequel désirant un jour manger du chevreuil de Montbard, le lui demanda mais Buffon n'en trouvant qu'une moitié, le roi lui envoya la moitié d'un pâté. Quand il monte à Paris, Buffon a ses entrées à la cour, Louis XV et Louis XVI l'ont toujours soutenu. La marquise de Pompadour l'appréciait énormément, on lui prête ces mots « Vous êtes un joli garçon monsieur de Buffon, on ne vous voit jamais ». Et elle lui envoya peu de temps avant sa mort ses animaux familiers pour enrichir le patrimoine de Montbard. Il bénéficie de nombreux soutiens politiques, tels celui des Amelot de Chailloux, soutiens qui lui permettront d'être seul maître au jardin du roi pendant 50 années. Mais Buffon n'est pas un courtisan, il se frotte à la politique avec précaution et n'entre pas dans les intrigues de la cour. Et s'il reste monarchiste toute sa vie, comme beaucoup à cette époque, il ne conçoit pas d'autre régime possible, il a toujours pris soin de mettre une certaine distance entre le pouvoir royal et lui. Ses relations avec les savants de son époque sont bien plus difficiles et il s'oppose souvent à eux, par exemple avec Carl von Linné XVI, dont il conteste la méthode de classification, basée sur les fleurs. La méthode de Buffon, pour le moins très personnelle, consiste à se fonder sur l'intérêt subjectif qu'ont les animaux pour l'homme. Dans son approche naturelle, le cheval vient en premier, suivi immédiatement, comme il se doit, du chien. Et les insectes sont quasiment absents, car de peu d'importance. Il écrit ainsi à Réaumur, « Une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature 17. » À l'inverse, Linné est un scientifique méthodique, un classificateur, là où Buffon, en vulgarisateur, voit surtout l'intérêt que l'on peut tirer de la création. Dans le même esprit, il censurera toutes les descriptions anatomiques de Daubenton. Il accueille avec scepticisme les travaux de Lazzaro et Sparansani ou de Charles Bonnet et d'Abraham Tremblay 18, car pour Buffon, les variations entre espèces sont dues à des dégénérescences. En 1744, il est nommé trésorier perpétuel de l'Académie des sciences, et profite allègrement de ses privilèges, mais ne tarde pas à prendre ses distances avec le cénacle scientifique parisien. Comme il faisait de longs séjours à Montbard où il écrivait, il prit comme adjoint M. Tillet qui remplit mieux que lui ses fonctions de trésorier. On le taxe d'individualisme et de hauteur. Quelqu'un dira de lui, M. de Buffon ne vient à Paris que pour toucher ses pensions et prendre les idées de ses confrères de l'Académie. L'histoire naturelle, son œuvre majeure, dont les premiers volumes paraissent en 1749, l'occupera toute sa vie. Placé par cet ouvrage au premier rang des écrivains de son siècle aussi bien que des savants,
Buffon reçoit récompenses et honneurs en tout genre. Il est élu membre de l'Académie française en 1753, où il prononce le fameux discours sur le style 19. Il ne paraîtra que très rarement avec les 40, et plus jamais à partir de 1782, à l'élection de Condorcet, détesté rival de son ami Jean-Sylvain Bailly, de 1736 à 1793. Il dira d'ailleurs de lui, Condorcet élu. Mais Condorcet n'a jamais fait que des vers dans les ruelles de femmes vains. L'ironie a voulu que ce soit Condorcet qui prononce l'éloge funèbre de Buffon à l'Académie des sciences, ce qu'il fera dans un style faussement élogieux 21. Il fréquente en outre les grands esprits de son temps, et notamment les philosophes des Lumières, avec qui il partage le scepticisme religieux, le matérialisme et l'amour de la raison contre le mysticisme. Mais il s'oppose à eux sur le plan social et politique. Buffon est un conservateur et un monarchiste. On lui prêtera d'ailleurs ce mot, vers la fin de sa vie, au dernier temps de l'Ancien Régime, je vois venir un mouvement terrible, et personne pour le diriger 22. Grand ami des encyclopédistes, Diderot le compare à Lucrèce et Platon, auxquels il a promis de rédiger l'article Nature, qu'il ne fera jamais. Il finit par se brouiller avec d'Alembert à propos de Bailly et Condorcet 23. À ses premiers temps au Jardin du Roi, on a pu le voir dans les salons parisiens, chez Marie-Thérèse Geoffrin ou Louise d'Épinay, chez Julie de Lespinès ou chez le baron d'Holbach, où il a pu converser avec Voltaire, Montesquieu, Fontenelle, Marivaux. Mais il est devenu petit à petit solitaire, a délaissé les salons, puis Paris, pour sa vie tranquille à Montbard. L'homme de Montbard. Microscope de Buffon, réalisé par Chapoteau, gravé par Humbert en 1758. Il lui a été offert par ses élèves 24. À Montbard, Buffon habite la maison paternelle, qu'il agrandit pour en faire un hôtel spacieux et confortable, l'hôtel de Buffon. De même qu'à Paris, il agrandit son domaine par des annexions de droit seigneurial, prenant terre, ruines et châteaux, aux grandes dames des mairies de Buffon et de Montbard qui entreront en procédure. Il est cependant un seigneur bon et généreux, n'hésitant pas à offrir bien des dons et des aides à sa commune. Certes, il ne ménage pas ses créanciers, faisant valoir tous ses droits et privilèges de nobles personnes, faisant monter son patrimoine à plus de 1000 hectares et son revenu à près de 80 000 livres par an, sans les recettes de son œuvre littéraire. Scrupuleux, il écrira, depuis 30 ans, j'ai mis un si grand ordre dans l'emploi de ma fortune et dans celui de mon temps, que j'ai toujours de l'argent en réserve et du temps à donner à mes amis. Âgé de 45 ans, il se marie à Fontaine-en-Dieu-et-Moi, le 22 septembre 1752 à Marie-Françoise de Saint-Belaméline, jeune femme de 20 ans, née le 11 juillet 1732-25. Issue d'une famille de grande noblesse ruinée, cette femme voue une grande affection à son mari qui l'a arraché au couvent des Ursulines que dirigeait sa sœur Jeanne Leclerc de Buffon, même s'il n'est pas d'une extrême fidélité. Elle meurt en 1769 à la suite d'une mauvaise chute de cheval 26. Ils eurent une fille Marie-Henriette Leclerc de Buffon, née le 25 mai 1758, morte le 14 octobre 1759, et un fils, Georges Louis-Marie, surnommé le Buffonnet par Rivarol, qui finira sur l'échafaud révolutionnaire en l'an 2, 1794, sans postérité. En outre, Buffon abrite, entre 1770 et 1775, son père, veuf pour la seconde fois et avec qui les rapports sont toujours aussi difficiles, et il accueille régulièrement ses demi-frères et soeurs, Pierre, le chevalier de Buffon, et Antoinette, épouse de Benjamin Edminado des Berges, conseiller au Parlement de Bourgogne. Buffon reçoit régulièrement familiers ou visiteurs, parmi lesquels Jean-Jacques Rousseau 27, Claude Adrien Helvétius, Marie-Jean Hérault de Seychelles 28, Georges-Louis d'Aubenton, maire de Montbard, et Philippe Guénaud. L'hôtel est gouverné par Marie Blessot, paysanne ignare, qui fut probablement très proche du comte, à la tête d'une dizaine de domestiques 29. Buffon possède en outre un secrétaire particulier, d'abord très court puis un Humbert Basile, et un chapelain, le père Ignace Boubeau, Buffon devenant peu à peu déiste. Buffon a un emploi du temps bien réglé, levé vers 8 heures, réveillé par son domestique Joseph, auquel Buffon avait promis un écu à chaque fois qu'il le ferait lever à l'heure, en général 5 heures du matin, écu gagné une seule fois, à coups de seau d'eau froide. Buffon déclara, je dois à Joseph 3 ou 4 tomes de l'histoire naturelle,
travail et rédaction 4 ou 5 heures avec son secrétaire, déjeune de 14 à 16 heures le plantureux repas de son excellent cuisinier. Guénaud, ce qui lui vaudra de furieuses crises de gravelle, sieste puis promenade, travail de nouveau à partir de 17 heures, en administration et gestion, pas de dîner, court passage au salon s'il y a des invités, puis coucher vers 22 heures. Mais Buffon reste avant tout un scientifique naturaliste, qu'il soit à Paris ou à Montbard, où il se retire chaque année durant 8 mois, c'est son histoire naturelle qui lui prend tout son temps. 35 tomes paraîtront avant sa mort. À Montbard, il entretient des volières et élève en semi-liberté quelques animaux, loups, renards, blaireaux, qui lui fourniront de la documentation pour son étude et seront parfois de malheureux sujets d'expérience. La légende rapportée par des pamphlets 30 le représente myope, réglant minutieusement les heures de sa journée, dédaignant le laboratoire pour le cabinet et portant pour écrire un jabot et des manchettes de dentelle 31. Il affectionne une magnifique pépinière, sujet d'étude et prétexte à générosité, sur ordre royal un quota de fruits doit être distribué aux pauvres. En outre, il observe la nature et, sans le savoir, pose les bases de l'écologie, il note l'importance de certaines espèces dans la chaîne alimentaire, ou remarque le rôle des oiseaux dans la dispersion des graines d'arbres. En 1747, fasciné par le rapport entre la lumière et la chaleur, il prouvera au château de la Muette, en présence du roi, lors d'une véritable exhibition, la réalité des miroirs ardents d'Archimède devant un public composé de gens de qualité. En 1752, il vérifie les hypothèses de Benjamin Franklin sur la foudre et l'électricité en installant un paratonnerre sur la plus haute tour restant du château des Ducs de Bourgogne, la tour de l'Aubépin. Il gère aussi une forge. En 1768, Buffon transféra sa bibliothèque, autrefois dans la tour Saint-Louis, sur la terrasse supérieure du parc créé par destruction du château ducal, et créa un laboratoire de chimie au Petit Fontenay à une époque où il réorientait son activité intellectuelle, abandonnant quadrupèdes et oiseaux pour l'étude de la minéralogie, de la métallurgie, construction de la grande forge à Buffon, rédaction des époques de la nature, de la chimie et des traitements des bois. Son activité permet de le considérer comme un des premiers créateurs avec Réaumur de la science des matériaux. Il devient comte de Buffon en 1773. En 1776, Louis XVI commande une statue de lui au sculpteur Augustin Pajou. Elle est érigée à l'entrée du Muséum d'histoire naturelle avec l'inscription « Majestati Naturae par Ingenium », un génie égal à la majesté de la nature. Il meurt en 1788, d'une ultime crise de gravelle, quelques mois avant le début de la Révolution française. Il fut enterré dans une chapelle adjacente à l'église de Saint-Urse de Montbard. Pendant la Révolution française, sa tombe a été profanée et le plomb qui recouvrait le cercueil a été utilisé pour produire des balles. Son corps a été initialement conservé par Suzanne Necker, épouse de Jacques Necker. Les ossements de Buffon ont été replacés dans la chapelle le 4 mai 1973. Aujourd'hui, le cervelet de Buffon est conservé dans la base de la statue que Louis XVI avait commandée en son honneur en 1776 à Pajou, actuellement située sur la montée des escaliers monumentaux de la Grande Galerie de l'Évolution, à Paris 32. Georges-Louis Leclerc était devenu comte de Buffon, seigneur de Montbard, marquis de Rougemont, vicomte de Quincy, seigneur de la mairie, les Rérines, les Berges et autres lieux, intendant du cabinet d'histoire naturelle du roi, membre de l'Académie française, trésorier perpétuel de l'Académie des sciences, membre des académies de Berlin, Londres, Saint-Pétersbourg, Florence, Bologne, Édimbourg et Philadelphie 17. En 1865, Michel-Eugène Chevreul, qui avait une grande admiration pour Buffon, organise un hommage à ce dernier et inaugure 33 à Montbard une statue de bronze du célèbre naturaliste due au sculpteur Jacques-Edme Dumont 34. Buffon industriel. Article détaillé, Forge de Buffon. Entrée des forges. Parallèlement à son œuvre scientifique, Buffon construit, en bordure du canal de Bourgogne, à quelques kilomètres de Montbard, des forges qui subsistent et sont encore visitées aujourd'hui. Après avoir effectué de nombreuses expériences dans la forge des Hésies sur Armançon et au Petit Fontenay, il édifie sur ces terres, entre 1768 et 1772, ses propres forges, conseillées par des maîtres de forge parmi les plus réputés.
elles lui permettent de mettre en valeur les ressources en bois et en minerais de ces terres. Ce site peut être considéré comme une des premières usines intégrées, les lieux sont aménagés pour optimiser les étapes de la fabrication. Par ailleurs, des ouvriers sont logés sur le site, et ont accès à un potager, à une boulangerie et à une chapelle. L'accès au fourneau se fait par un escalier monumental, qui permettait aux invités de marque d'admirer les coulées de métal en fusion. Animés par El Armançon, des roues à aubes apportent la force hydraulique nécessaire aux machines, comme les soufflets, les marteaux, le bocard et le patouillet. C'est dans ces forges qu'il aurait souhaité fabriquer les nouvelles grilles du jardin des plantes, alors qu'il en est l'intendant. Son expérience en sylviculture et en métallurgie l'aide dans la rédaction des suppléments de l'histoire naturelle. La forge produisait des ferronneries et des rampes d'escalier, et elle était avant tout son laboratoire, où il étudiait, pour la marine, l'amélioration des canons, et, pour lui-même, les effets de la chaleur obscure, les phénomènes de refroidissement, et, les résultats de ses recherches alimenteront son œuvre scientifique, notamment au sujet de la création et de l'âge de la Terre. Accaparé par son travail personnel, il en confie la gestion à Chesneau de Lauberdière. En 1777, celui-ci pille alors les forêts environnantes et s'enfuit avec les finances. En 1785, Buffon doit alors reprendre la forge, bien mal en point, et elle sera finalement vendue, en 1791. Toujours à court d'argent pour financer ses projets industriels et scientifiques, il a de nombreux démêlés avec ses bailleurs de fonds, en particulier avec la famille Babouin, Soyeux de Lyon, qui lui intente un procès pour obtenir le remboursement de leurs créances. Il se plaint à ce sujet de son banquier dans une lettre du 15 juillet 1781-35. Il se venge d'eux dans la rédaction de l'histoire naturelle, en jouant sur la ressemblance du mot de vieux français babine avec le nom de ses adversaires, et donne au singe cynocéphale le nom de babouin qu'on lui connaît encore aujourd'hui 36. Il fait d'ailleurs dans son ouvrage une description abominable de cet animal. Toutefois, le mot babouin désigne un singe dès le milieu du XIIIe siècle 37. Uvre. Le premier ouvrage de Buffon fut en 1753 une traduction de l'anglais. C'est par des expériences fines, raisonnées et suivies, que l'on force la nature à découvrir son secret, toutes les autres méthodes n'ont jamais réussi. Les recueils d'expériences et d'observations sont donc les seuls livres qui puissent augmenter nos connaissances. Préface de Buffon à sa traduction de la statique des végétaux de Stephenhall 38. Buffon a traduit en outre la théorie des fluxions d'Isaac Newton et il a composé des mémoires. Dans son discours sur le style, qu'il prononça pour sa réception à l'Académie française, il écrit « Le style est l'homme même. L'histoire naturelle. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 10e, 1763. Buffon est surtout célèbre pour son œuvre majeure, l'histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du Roy, en 36 volumes parus de 1749 à 1789, plus 8 autres après sa mort, grâce à Lacépède. Il y a inclus tout le savoir de l'époque dans le domaine des sciences naturelles. C'est dans cet ouvrage qu'il relève les ressemblances entre l'homme et le singe. L'attention que Buffon accorde à l'anatomie interne le place parmi les précurseurs de l'anatomie comparative. L'intérieur, dans les êtres vivants, est le fond du dessin de la nature, écrit-il dans les quadrupèdes. L'histoire naturelle, qui devait embrasser tous les règnes de la nature, ne comprend que les minéraux et une partie des animaux, quadrupèdes et oiseaux. Elle est accompagnée d'une théorie de la Terre, de discours en forme d'introduction, et de suppléments parmi lesquels se trouvent les époques de la nature, un des plus beaux ouvrages de l'auteur. Parmi ses collaborateurs, il faut citer, pour les quadrupèdes, Louis-Jean-Marie Daubenton, qui se chargea de la partie des descriptions anatomiques, remplacé plus tard, pour les oiseaux, par Philippe Guénaud de Mantes-Bailade, auquel s'adjoignent, à partir de 1767, Barthélemy Faujas de Saint-Fond, l'abbé Gabriel Bexane et Charles-Nicolas Sigisbert Sonini de Manoncourt. Buffon attachait beaucoup d'importance aux illustrations, qui furent assurées par Jacques de Sèvres pour les quadrupèdes et François-Nicolas Martinet pour les oiseaux. Près de 2000 planches parsèment en effet l'œuvre, représentant les animaux avec un fort souci esthétique et anatomique, dans des décors oniriques et mythologiques. Son histoire naturelle connut un succès immense,
presque aussi important que celui de l'encyclopédie de Diderot, qui parut à la même époque. Les deux premiers volumes, Théorie de la Terre et Histoire naturelle de l'homme, connurent 3 rééditions successives en 6 semaines. L'ouvrage fut traduit rapidement en anglais, puis en allemand, de 1750 à 1754, en néerlandais, 1775, en espagnol, de 1785 à 1791. On en fit quelques éditions abrégées à partir de 1799, plus nombreuses, pour les enfants, au XIXe siècle 39. L'ouvrage connaît cependant bien des détracteurs. Buffon se voit reprocher son style ampoulé et emphatique, qui n'est pas adapté à un traité scientifique, et surtout un trop grand anthropomorphisme. Parmi ses détracteurs, figurent d'Alembert, Condillac, Condorcet, La Harpe, Réaumur et Voltaire. Ce dernier faisait allusion à Buffon dans ce vers de la satire Les 2 siècles, dans un style ampoulé par les mois de physique. Voltaire a pu répondre de l'histoire naturelle. Pas si naturelle que cela 40,41, 42. Longtemps profondément respectueux l'un de l'autre, Voltaire et lui se sont finalement disputés sur la question des fossiles, indice restant de l'histoire de la formation de la Terre. Jusqu'à ce que Voltaire accepte de faire amende honorable et d'abandonner sa thèse car il ne voulait pas rester brouillé avec M. de Buffon pour des coquilles 17. Cette encyclopédie est découpée en 36 volumes. 3 volumes en 1749, de la manière d'étudier l'histoire naturelle suivie de la théorie de la Terre, histoire générale des animaux et histoire naturelle de l'homme. 12 volumes sur les quadrupèdes, de 1753 à 1767. 9 volumes sur les oiseaux, de 1770 à 1783. 5 volumes sur les minéraux, de 1783 à 1788. Le dernier contient le traité de Léman, dernier ouvrage publié du vivant de Buffon. 7 volumes de suppléments, de 1774 à 1789, dont les époques de la nature, à partir de 1778. L'histoire naturelle est imprimée d'abord à l'imprimerie royale en 36 volumes, de 1749 à 1789. Buffon rachète ensuite en 1764 les droits de son œuvre. Elle est continuée par la Cépède, qui décrit les quadrupèdes vipares, les serpents, les poissons, les cétacés en 8 volumes, de 1788 à 1804. On a depuis réimprimé bien des fois Buffon et ses suites. Rapport à l'encyclopédie. Son histoire naturelle est souvent comparée à l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, sur le principe de la diffusion du savoir lié à l'époque des Lumières, mais surtout en matière de notoriété et de nombre d'exemplaires imprimés. Pourtant, les deux ouvrages très dissemblables sont loin d'être en concurrence, et Buffon avait d'abord accepté de participer à l'encyclopédie. Il finit néanmoins par y renoncer. Il devait participer aux articles de science, et en particulier ceux concernant l'histoire naturelle qui ont finalement été attribués à Daubenton, un grand précurseur de l'anatomie comparée. L'influence réciproque de ces deux scientifiques originaires de Montbard est grande, puisque, avant de se fâcher, ils travaillèrent ensemble, notamment pendant 10 ans à la mise à jour de l'histoire naturelle des animaux. Les théories scientifiques de Buffon. Buffon est un penseur qui a embrassé tous les domaines de l'histoire naturelle. Tous ses écrits y sont rattachés, même le discours sur le style dans les suppléments. Ces théories, parfois erronées, sont fondées sur l'observation et l'expérience, souvent opposées aux idées générales de son temps. En outre, il étale ses réflexions sur près de 50 ans, ce qui l'amène, de temps à autre, à se contredire lui-même, bien que sa ligne de pensée reste inchangée. L'étude de l'histoire naturelle, pour Buffon, il ne s'agit ni de raisonner purement dans l'abstrait, ni d'accumuler les faits sans raisonner. Il faut accumuler observation et expérience, et en tirer des conclusions qui permettent de s'élever à quelque chose de plus grand et plus digne. Il est nécessaire, pour un naturaliste, non seulement d'être d'un esprit minutieux attachant de l'importance à chaque détail, mais aussi de pouvoir embrasser une vue d'ensemble. Il récuse en outre l'intervention de vues religieuses, il sépare la recherche de la croyance, bien qu'évoluant lui-même vers une foi plus profonde, des réflexions métaphysiques et des mathématiques, inapte à traduire le concret, bien qu'il fût lui-même un mathématicien parmi les plus doués. Histoire de la Terre, depuis Descartes,
Buffon est le seul à évoquer la naissance de l'univers et de la Terre. Ses observations sur des couches de calcaire de plusieurs kilomètres lui firent comprendre quel était le résultat de la sédimentation du fond des mers. Il recule alors l'âge de 6000 ans établi par les textes bibliques pour la création de la Terre, à plus de 100 000 ans. Il va même jusqu'à l'établir à 3 millions d'années, avant de revenir à un âge moins élevé. Il distingue ensuite plusieurs périodes, selon une évolution linéaire contre le catastrophisme de Cuvier, considérant le temps comme grand ouvrier de la nature. La planète est d'abord un globe en fusion, première période, qui en se refroidissant forme des rides, le relief, deuxième période, puis les eaux recouvrent la quasi-totalité des terres, troisième période, et dans cet océan primitif, se forment les premiers animaux, quatrième période, d'après les coquillages retrouvés dans les montagnes des Alpes, les volcans fissurent ensuite l'écorce terrestre, où s'engloutissent les eaux, et la vie se développe ainsi sur les terres émergées, partant du nord vers le sud, cinquième période, les continents se disloquent et deviennent tels qu'on les connaît aujourd'hui, sixième période, et enfin, l'homme apparaît, septième période. Buffon connaît l'existence d'espèces disparues, les mammouths, les rhinocéros d'Europe. Et si sa cosmogonie comporte bien des erreurs, il reste un des fondateurs de la géologie moderne, et certaines de ses suppositions ont inspiré des modèles actuels, comme la dérive des continents. L'homme, Buffon place l'homme au cœur du règne animal, et même s'il convient qu'il ne faut pas s'arrêter à l'aspect extérieur, l'homme ayant une âme douée de raison qui le place au sommet de la création, il affirme que l'homme est semblable aux animaux par sa physiologie. Par son érudition, il fracasse bien des préjugés. Il avance qu'il existe autant de variétés d'hommes noirs que d'hommes blancs et qu'il n'existe qu'une seule espèce humaine, et non plusieurs. Il imagine l'expérience consistant à envoyer au Danemark des familles du Sénégal sans leur permettre de se croiser avec les Blancs. Selon lui, c'est par ce moyen qu'on pourrait savoir combien il faudrait de temps pour réintégrer à cet égard la nature de l'homme, ce qui suggère clairement, comme il l'écrit du reste, que cette nature première est blanche. 43. Il en conclut que les variétés humaines sont issues d'une souche initiale qui s'est adaptée, selon les milieux qu'elle habite. Il est persuadé de la supériorité de la race blanche, tout en ayant l'intuition que les races sont soumises à l'évolution. 44. Les animaux, c'est la plus grande partie de son œuvre, face aux quelques livres sur les minéraux et sur les végétaux qu'il n'a pas eu le temps de rédiger. Certes, il n'a pas pu voir toutes les espèces dont il parle, mais il dispose de comptes rendus de zoologistes et de voyageurs. Il développe pour chaque animal une fiche détaillée, description générale, illustration, description anatomique. Il lit en outre les espèces entre elles et remarque le lien entre organes et fonctions. Les carnivores ont des griffes et des dents tranchantes, les herbivores des sabots et des dents plates. Il use régulièrement de l'anatomie comparée, comparant le sabot d'un cheval et la main humaine. Il établit une hiérarchie dans les caractères qui rapprochent les animaux. Le système nerveux prime sur le tube digestif. Il rapproche les espèces de différents continents, qui ont varié différemment. En substance, il adopte une nouvelle manière de voir et d'étudier la zoologie. Et si sa volonté de ne pas classer les animaux selon leurs différents critères biologiques, mais selon une suite logique qui part de l'homme, entraîne un anthropomorphisme ombrageux, il reste un des précurseurs du transformisme. 45, avec sa théorie pessimiste de la dégénération, éloignée de l'évolution de Darwin, il pense que toutes les espèces actuelles sont issues du lot initial, et certaines ont ensuite dégénéré. Par exemple, le cheval serait devenu âne. La dégénération n'est pas exactement identique à la dégénérescence en ceci qu'elle est réversible. Si on replaçait l'animal dégénéré dans un environnement favorable, il reprendrait, au fil de plusieurs générations, son aspect normal. La dégénération n'atteindrait donc pas l'essence même de l'être vivant en question. Rôle et portée de son œuvre. Surtout depuis son discours d'académicien, on s'accorde universellement à regarder les écrits de Buffon comme un modèle de style. On reconnaît aussi qu'il a fidèlement décrit les murs et les traits caractéristiques des animaux, qu'il a fait faire à l'histoire naturelle des progrès, tant par son point de vue novateur que par la multitude de ses recherches, et qu'il a rendu d'immenses services en rassemblant une foule de matériaux épars, et en propageant en France le goût pour l'étude de la nature. Buffon est un des premiers vulgarisateurs scientifiques et un vrai patron d'entreprise éditoriale à succès. Il écrit pour les femmes, ne veut jamais déplaire,
préfère souvent le style et l'anecdote à la contribution scientifique solide, son entrain, son modèle. Peut-être les discussions à bâton rompu qu'il avait en se promenant dans ses forêts à Montbard, avec Jean Nadeau, fin connaisseur de la nature et de ses histoires. Un grand amateur de Buffon, Sainte-Beuve, est sensible à cet art de la mise en scène. « Où étiez-vous, disait Dieu à Job, lorsque je jetais les fondements de la terre. Monsieur de Buffon semble nous dire sans s'émouvoir, j'étais là 46. Hérault de Séchelles rapporte que Buffon lui aurait confié qu'il n'y avait que 5 vrais génies, Newton, Bacon, Leibniz, Montesquieu et lui-même 17. Plus modestement, il aurait cependant déclaré, le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience 47. Dans son discours sur le style, il précise également, pour peu que le sujet soit vaste ou compliqué, il est bien rare qu'on puisse l'embrasser d'un coup d'œil, ou le pénétrer en entier d'un seul et premier effort de génie, et il est rare encore qu'après bien des réflexions on en saisisse tous les rapports 48. Grand admirateur de Buffon, Honoré de Balzac le cite comme un des plus beaux génies en histoire naturelle 49. Et il se réclame de lui pour illustrer le système scientifique qu'il a appliqué dans la comédie humaine, à savoir la sociologie conçue sur le modèle de la zoologie. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la société 49. Mais, malgré son retentissement, et le rôle qu'elle joue dans la diffusion des connaissances scientifiques, l'œuvre souffre de plusieurs lacunes. Tout d'abord, Buffon n'est pas un systématicien, ce qui le conduit à présenter les groupes de façon rudimentaire. Il s'attarde notamment sur les espèces les plus connues, et ne mentionne guère les autres qu'au passage. On lui reproche d'avoir dédaigné, ou même proscrit, les classifications scientifiques, sans lesquelles il n'y a pourtant ni ordre ni clarté 50. Il n'est pas un observateur très fiable, ce qui le conduit à de nombreuses erreurs comme de confondre l'engoulevent et l'hirondelle, de nuit, 51, ou prétendre que les martinets sont eux aussi, de véritables hirondelles, et à bien des égards, plus hirondelles que les hirondelles elles-mêmes 52. Buffon et ses collaborateurs copient les œuvres de leurs prédécesseurs, d'Aristote à Pline, de Bellon à Gesner 53. Certes, des informations nouvelles, venant souvent de correspondants lointains, leur fournissent des observations souvent inédites. Enfin, les auteurs privilégient des formulations propres à attirer un public de néophytes. Toujours afin de plaire, les espèces peu chéries sont ignorées et les sujets les plus propres à plaire sont préférés, comme les amours chez les oiseaux, dont le public était toujours friand 29. On lui reproche aussi d'avoir avancé des hypothèses personnelles hasardeuses, et vite nébuleuses, notamment dans ces époques de la nature 50, c'est ainsi qu'il suppose que la Terre a été détachée du Soleil par le choc d'une comète, qu'il explique la génération des êtres vivants par la superposition de molécules organiques et de moules intérieurs, qu'il attribue aux animaux un sens intérieur matériel, hypothèse plus inintelligible encore que le mécanisme auquel Descartes avait recouru. Ceci faillit lui attirer une censure que Lepage le Grand contribua à lui éviter, en contrepartie d'une rétractation de l'auteur. En définitive, sa principale qualité a été de rendre populaire l'étude scientifique, un peu comme l'a fait, à la même époque, le spectacle de la nature de l'abbé Pluche. Georges Cuvier, pour ne citer que lui, se passionnera pour l'histoire naturelle à la suite de la lecture de Buffon 54,55-56. Son histoire naturelle fut aussi une source d'inspiration pour les peintres de la manufacture de Sèvres, donnant naissance à des services de porcelaine dit Buffon. Le nom des différentes espèces, fidèlement reproduites, est inscrit au revers de chaque pièce. Plusieurs services Buffon furent produits sous le règne de Louis XVI, le premier fut destiné au comte d'Artois, en 1782. Buffon a été encensé au XVIIIe siècle, mais les naturalistes du XIXe siècle critiquent fortement ses lacunes scientifiques. Il est progressivement réhabilité comme scientifique depuis le bicentenaire de sa mort et l'ouvrage de son biographe principal Jacques Roger en 198-1957,58. Buffon et l'Église. Pour ses théories sur la formation de l'univers et sur l'évolution de la Terre et du vivant, Buffon a failli être condamné mais, il protesta de sa foi intacte et la Sorbonne finit par abandonner les poursuites en avril 1781, en contrepartie d'une vague promesse de contrition. Prudent, ayant trop à perdre pour un homme toujours si bien en cour,
Buffon préfère se rétracter plutôt que de solliciter l'appui de ses protecteurs dans un conflit qui aurait pu tourner en sa défaveur, dans lequel ses protecteurs auraient pu l'abandonner. Il s'inspira plutôt de sa formule, paraphrasant Ovide, puis Montaigne, la spécificité de l'homme est qu'il marche la tête haute levée vers le ciel. Même Voltaire qui le respectait hautement ne partageait pas toutes ses opinions scientifiques sur ces sujets et avait fini par se chamailler avec lui. Condorcet eut à tourner l'éloge de Buffon, il le fit de façon telle que sans se déshonorer aux yeux des gens instruits, il réussisse à ne pas trop déplaire aux admirateurs. L'aiguille de Buffon. L'aiguille de Buffon est une expérience de probabilité, qui permet de déterminer expérimentalement la valeur du nombre. En lançant une aiguille sur un parquet, on dispose d'un réseau de lignes parallèles, séparées par une distance prise pour unité de longueur, et d'une aiguille dont la longueur est K1. Si on laisse tomber l'aiguille sur le réseau, la probabilité qu'elle chevauche une ligne est 2 Kelvin /. En répétant l'expérience un grand nombre de fois, le rapport entre le nombre de fois où l'aiguille chevauche une ligne et le nombre total de lancers se rapproche de ce quotient, et on peut en tirer une approximation de. La méthode de Monte-Carlo est une généralisation de la méthode de l'aiguille de Buffon à n'importe quel procédé aléatoire. Liste des œuvres. Le cerf, illustration de Jacques de Sèvres pour l'histoire naturelle, générale et particulière. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du Roy, comprenant de la manière d'étudier l'histoire naturelle, suivie de la théorie de la Terre, 1749. Histoire générale des animaux, 1749. Histoire naturelle de l'homme, 1749. Les quadrupèdes, de 1753 à 1767. Histoire naturelle des oiseaux, de 1770 à 1783. Histoire naturelle des minéraux, de 1783 à 1788, contenant le traité de l'aimant et de ses usages. Les suppléments, de 1774 à 1789, dont les époques de la nature archive, numérisation, Linda Hall Librairie, à partir de 1778. Discours sur le style, discours prononcé à l'Académie française le jour de sa réception, le 25 août 1753. Mémoire de mathématiques et de physique, tiré des registres de l'Académie royale des sciences. De la cause de l'excentricité des couches ligneuses qu'on aperçoit quand on coupe horizontalement le tronc d'un arbre, de l'inégalité d'épaisseur, et du différent nombre de ces couches, tant dans le bois formé que dans l'aubier, 1737. Des différents effets que produisent sur les végétaux, les grandes gelées d'hiver et les petites gelées du printemps, 1737. Moyen facile d'augmenter la solidité, la force et la durée du bois, 1738. Mémoire sur la conservation et le rétablissement des forests, 1739. Expérience sur la force du bois, 1740. Expérience sur la force du bois, 1741. Dissertation sur les couleurs accidentelles, 1743. Mémoire sur la culture des forests, 1745. Réflexion sur la loi de l'attraction, 1745. Addition aux mémoires qui a pour titre « Réflexion sur la loi de l'attraction », 1745. Seconde addition aux mémoires qui a pour titre « Réflexion sur la loi de l'attraction », 1745. Invention des miroirs ardents, pour Brasseler à une grande distance, 1747. Découverte de la liqueur séminale dans les femelles vivipares et du réservoir qui la contient, 1748. Nouvelle invention de miroir ardent, 1748. Traduction. Stéphane Hall, Statique des végétaux, 1735. Isaac Newton, La méthode d'effluxion et des suites infinies, 1740. La méthode du cerveau, de Bourbon-Gilles. Œuvre en ligne. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 1, Paris, Imprimerie Royale, 1749, lire en ligne archive. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 2, Paris, Imprimerie Royale, 1749, lire en ligne archive. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 3, Paris, Imprimerie Royale, 1749, lire en ligne archive. Histoire naturelle,
générale et particulière, tome 4, Paris, Imprimerie Royale, 1753, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 5, Paris, Imprimerie Royale, 1755, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 5, supplément, Paris, Imprimerie Royale, 1778, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 6, Paris, Imprimerie Royale, 1756, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 7, Paris, Imprimerie Royale, 1756, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 8, Paris, Imprimerie Royale. 1760, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 9, Paris, Imprimerie Royale, 1761, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 10, Paris, Imprimerie Royale, 1763, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 11, Paris, Imprimerie Royale, 1754, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 12, Paris, Imprimerie Royale, 1764, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 13, Paris, Imprimerie Royale, 1765, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 14, Paris, Imprimerie Royale, 1766, lire en ligne archives. Histoire naturelle, générale et particulière, tome 15, Paris, Imprimerie Royale, 1767, lire en ligne archives. Buffon et l'histoire naturelle, l'édition en ligne archives. Site édité par Pietro Corsi, Université d'Oxford, et Thierry Hockey, Université Paris 10, et réalisé par le Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques, Centre national de la recherche scientifique / Cité des sciences et de l'industrie, contenant l'intégralité de l'histoire naturelle de Buffon au format texte, possibilité de se faire des extraits en PDF, la correspondance de Buffon, plusieurs études sur Buffon, une chronologie de la vie de Buffon, ses citations célèbres, etc. Ouvrage de Buffon, archives numérisées par le SCD de l'Université de Strasbourg. Texte et illustration de l'histoire naturelle, archives, BNF. Œuvre complète de Buffon annotée par M. Florent sur Iris Archives. Ouvrage cité dans le texte. Sainte-Beuve, causerie sur Buffon. Édition récente de Buffon. Œuvre complète. Volume premièrement. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du Roy. Tome 1, 1749. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière, Paris, Honoré Champion, 2007. 1376 pages, rel. ISBN 978 à 2-7453 à 1601-1. Volume deuxièmement. Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du Roy. Tome 2, 1749. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt, avec la collaboration de Cédric Crémière, Paris, Honoré Champion, 2008. ISBN 978 à 2-7453 à 1729-2. Volume troisièmement. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du Roy. Tome 3, 1749. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière, Paris, Honoré Champion, 2009. Un volume, 776 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 1730-8. Volume quatrièmement. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi,
introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 4, 1753, Paris, Honoré Champion, 2010. Un volume, 864 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 1928-9. Volume 5e. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 5, 1755, Paris, Honoré Champion, 2010. Un volume, 536 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 2057-5. Volume 6e. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 6, 1756, Paris, Honoré Champion, 2011. Un volume, 504 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 2150-3. Volume 7e. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 7, 1758, Paris, Honoré Champion, 2011. Un volume, 544 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 2239-5. Volume 8e. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 8, 1760, Paris, Honoré Champion, 2014. Un volume, 640 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 2615-7. Volume 9e. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 9, 1761, Paris, Honoré Champion, 2016. Un volume, 720 pages, relié, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 2994-3. Volume 10e. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 10, 1763, Paris, Honoré Champion, 2017. Un volume, 814 pages, broché, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 3456-5. Volume 11. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 11, 1764, Paris, Honoré Champion, 2018. Un volume, 724 pages, broché, 14 x 22 cm. ISBN 978 à 2-7453 à 4730-5. Volume 12. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 12, 1764, Paris, Honoré Champion, 2018. Un volume, 810 pages, broché, 14 x 22 cm.
ISBN 978 à 2-7453 à 4732-9. Volume 13. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 13, 1765, Paris, Honoré Champion, 2019. Un volume, 887 pages, broché, 14 x 22 cm. Volume 14. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 14, 1766, Paris, Honoré Champion, 2020. Un volume, 605 pages, broché, 14 x 22 cm. Volume 15. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière. Tome 15, 1767, Paris, Honoré Champion, 2021. Un volume, 764 pages, broché, 14 x 22 cm. Autres œuvres. Œuvre préface de Michel Delon, choix des textes, introduction et notes de Stéphane Schmitt, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2007. Œuvre philosophique texte établi et présenté par Jean Piveteau, PUF, 1954. Histoire naturelle texte choisi et commenté par Jean Varlotte, Gallimard, Folio classique, 1984. Armoirie. Armoirie d'Alliance de Buffon à Montbard. Blason de Georges-Louis Leclerc de Buffon, écartelé, aux années 4 d'argent à la bande de gueules chargée de 3 étoiles d'or, qui est Leclerc, et aux 2 et 3 d'azur à 5 billettes d'argent posées en sautoir, qui est de Marlin. Ces armoiries d'Alliance comportent en outre, d'azur à 3 têtes de bélier d'argent à cornets d'or, qui est de Saint-Belin. Hommage. La rue Buffon à Antony. La rue Buffon à Avignon Intramuros. La rue Georges de Buffon à Balma, Haute-Garonne. La rue Buffon à Bergerac, Dordogne. La rue Buffon, dans le secteur sauvegardé à Dijon. La rue de Buffon à Lille, dans le quartier Moulin. La rue de Buffon, Grenoble, dans le quartier Beria. La rue Buffon à Longuenesse, Nord-Pas-de-Calais. La rue Buffon à Montpellier, dans le quartier de l'Agriculture. La rue Buffon, dans le 5e arrondissement de Paris. La rue de Buffon à Rouen, quartier Pasteur. La rue Buffon à Saint-Étienne, Loire. La rue Buffon à Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne. La rue Buffon à Tours, Indre-et-Loire, entre la gare et le Grand Théâtre. Le lycée Buffon, dans le 15e arrondissement de Paris. Buffon a sa statue parmi les hommes illustres du Louvre. Un portrait de Buffon, sculpté en haut-relief sur un médaillon, lui rend hommage depuis 1889 sur la façade de la Grande Galerie de l'Évolution, au Jardin des Plantes, à Paris. Un buste de Buffon flanque la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée depuis 1898, au Jardin des Plantes, à Paris. Une statue de 1776 représentant Buffon debout en tenue gréco-romaine, par le sculpteur Augustin Padjou, de 1730 à 1809, est de nos jours conservée sur la montée des escaliers monumentaux de la Grande Galerie de l'Évolution, au Jardin des Plantes, à Paris. C'est dans le socle de cette statue qu'est conservé le cervelet du savant. Une statue de 1883 représentant Buffon assis sur un fauteuil, par le sculpteur Jean Carlas, de 1852 à 1930, trône au Jardin des Plantes, à Paris, en face de la Grande Galerie de l'Évolution.